qual foi o candidato mais difícil de checar? Foi o candidato vencedor, Macron? Foi a ultradireitista Marine Le Pen? Foi o candidato da extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon? Quais foram os grandes desafios de checagem nessa élection présidentielle? Donc pour attaquer directement, l'élection présidentielle a été globalement assez difficile parce qu'aujourd'hui ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux c'est souvent assez violent. Donc au niveau du candidat le plus difficile à vérifier, c'est difficile à dire parce qu'en fait vous avez des candidats qui sont difficiles à vérifier parce qu'ils ont un discours qui n'est pas très factuel, qui n'est pas très concret, donc c'est toujours difficile d'attraper quelqu'un qui vous dit des choses très vagues. Et puis vous avez des candidats qui sont difficiles à vérifier parce que dès que vous les critiquez, vous allez avoir pendant 3 jours leurs partisans sur le dos. Donc c'est aussi un nouveau souci qu'ont les journalistes de plus en plus, de devoir aussi gérer les réactions non seulement du candidat mais également des fans. Donc à ce niveau-là, je dirais que c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui était le candidat le plus difficile, le candidat de la gauche radicale, parce qu'il a des fans très actifs sur Twitter qui peuvent être des fois très virulents. Logo antes da votação, na véspera, começaram a surgir aqueles boatos sobre a presença e atuação de hackers russos, como na eleição americana, que estão aí debate até hoje. Só que era um momento em que a imprensa já não podia noticiar coisas sobre a campanha e, ao mesmo tempo, a denúncia, os rumores eram de que esses hackers russos estariam ali para ajudar a candidatura da ultradireitista Marine Le Pen. Como é que na hora que você tem que checar, numa hora dessa tão complexa, já sem a imprensa poder atuar diretamente, como é que vocês fizeram ali para mexer com essas informações que chegavam? C'est une situation compliquée, effectivement difficile, puisqu'on était donc à la veille du premier tour, et il faut savoir qu'en France, il y a ce qu'on appelle la trêve électorale, c'est-à-dire que on vote le dimanche, le week-end avant le vote, les journalistes ne peuvent plus parler de politique. On ne peut plus parler de politique à la télévision. Et donc, les gens qui ont diffusé ces informations, qui sont passés par les États-Unis, par le forum 4chan, qui est très actif, qui a joué un rôle très actif dans l'élection de Donald Trump, ont balancé ça le vendredi soir très tard. Donc, nous, on s'est retrouvés le vendredi soir avec des monceaux de documents énormes qu'on ne pouvait effectivement pas exploiter, dans lesquels il y avait des tas de choses. Et en plus, dans lesquels on s'est aperçu après qu'il y avait des choses qui avaient été fabriquées. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange de documents vrais et de documents faux. Donc nous, on a pris une position qui était de dire clairement à nos lecteurs, on ne parlera pas de ces documents avant dimanche, on en parlera après éventuellement, on va les fouiller, mais on ne va pas en parler. Et c'est une position que la presse française a globalement respectée, ce qui fait sans doute que ces rumeurs n'ont pas pu prendre. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose de compliqué, parce que vous avez des forces externes qui viennent perturber le scrutin. C'est-à-dire qu'on avait des rumeurs classiques, entre guillemets, des rumeurs qui venaient de France, des rumeurs autour de Macron et autour d'autres candidats. Et on a eu aussi cette espèce d'ingérence, effectivement, de hackers et de partisans de Trump aussi, qui poussaient énormément pour l'élection de Marine Le Pen, et qui étaient très très actifs sur la fin de la campagne. C'était assez amusant d'ailleurs, parce qu'ils venaient sur les réseaux sociaux et ils écrivaient des choses, mais comme ils parlaient souvent pas français, ils faisaient de la traduction automatique Google, ce qui donnait des choses assez absurdes. Mais voilà, c'était fou de voir ces milliers de gens qui essayaient de pousser pour l'élection de Marine Le Pen, qui étaient peut-être d'ailleurs des comptes faux et des comptes, ce qu'on appelle des bots, donc des comptes pilotés par d'autres. Mais c'est vrai qu'on rentre dans un monde nouveau à ce niveau-là. Como é que você prepara a sua equipe para cobrir uma eleição diante dos desafios que tinham esse ano? Foi um pleito muito atípico, né, em que os dois grandes partidos, como você colocou, não tinham candidatos muito fortes nas pesquisas. Como é que você organiza uma cobertura de eleições presidenciais? Alors, donc mon service, il fait plusieurs choses. Il fait donc ce qu'on appelle du fact-checking, de la vérification notamment des propos des politiques. De plus en plus, on vérifie aussi les rumeurs issues de l'Internet. Et on fait aussi 3 autres choses même, qui sont de l'investigation, qui sont du data journalisme, et qui sont ce qu'on appelle en anglais des explainers. Nous, on parlerait d'articles pédagogiques, qui sont donc des articles destinés à un public large. Le Monde, c'est un journal qui s'adresse plutôt à des gens... à une élite, on va dire, à des gens assez intellectuels. Et sur Internet, on est lu par un public beaucoup plus large. Donc très souvent, on a besoin d'avoir des articles qui sont plus simples, qui reviennent, qui expliquent des notions des fois complexes, qui vont expliquer, je ne sais pas, le chômage, les allocations familiales, des questions comme ça. Donc comment on se prépare à ces élections? Nous, on a fait un gros travail sur les programmes des candidats. On a beaucoup, on les a mis en fiche, on les a mis en tableau pour offrir à nos lecteurs des comparatifs et des choses comme ça. Ce qui fait que j'avais une équipe de gens qui étaient très pointus sur les programmes des candidats. Ensuite, on a fait beaucoup durant l'élection de live, c'est-à-dire que pendant les émissions politiques les plus importantes, on avait des journalistes qui étaient derrière des petits modules où on répondait aux questions des gens et où on commentait en fait le débat à mesure qu'il se produisait.
Et ça nous permettait de faire de la vérification presque en direct, c'est-à-dire en tout cas d'avoir des gens assez familiarisés avec les programmes et avec les propos des candidats pour être capable de dire « Ah, là, il dit un truc qu'il n'a pas dit avant » ou « Là, il dit quelque chose de faux ». Et d'être capable de tout de suite faire des articles. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est important d'être très réactif. C'est-à-dire qu'un article de vérification qui arrive le lendemain n'a pas la même force que si vous arrivez à le lancer le soir même, parce que c'est finalement ça que les gens attendent, c'est que vous leur disiez presque en temps réel s'il y a des mensonges, s'il y a des choses comme ça. Ça a culminé dans l'élection avec le débat du deuxième tour, donc le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui a été marquant, parce que jamais un débat avait été... Marine Le Pen a dit, je crois qu'on avait compté plus de 30 choses fausses, dont des choses vraiment, vraiment énormes. Et je pense que ça lui a peut-être pas coûté l'élection, parce qu'elle n'était pas en position de gagner, mais que ça lui a coûté en tout cas des points. Et notamment parce que nous, le lendemain, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Le journal Le Monde avait titré sur les 20 intox de Marine Le Pen, et on avait fait une double page sur tous ces mensonges. Et c'est vrai que ça s'était rendu possible par le fait qu'on avait une équipe de gens qui étaient extrêmement pointus sur les programmes, sur les propos des candidats, et sur les intox, parce que très souvent, un candidat va vous répéter les mêmes intox, notamment Marine Le Pen. Donc une fois que vous l'avez vérifié une fois, c'est plus facile de redire « Ah bah ça, c'est faux, on a déjà vérifié que c'est faux », etc. Mais c'est vrai que j'ai une équipe de gens très talentueux et de gens qui ont énormément travaillé pour cette élection sur le fond des choses, en fait, et pas que sur l'écu, mais sur les petites phrases. Je pense que c'est une des clés. Na checagem, você acha que tem outro caráter essa coisa da concorrência? Nem sempre faz sentido você derrubar o colega e às vezes faz todo sentido você trabalhar junto. Vocês têm experiência nesse sentido? Oui. Alors en fait, pendant l'élection, c'était plus pour les rumeurs cette fois que pour le fact-checking politique. Mais même le fact-checking politique, c'est vrai que ce serait compliqué si on avait deux services de deux journaux différents qui prenaient la même phrase et qui n'aboutissaient pas du tout à la même conclusion. Effectivement, ça invaliderait un petit peu l'idée le principe du fact-checking. Ça n'arrive pas, ou très très peu en tout cas. Mais effectivement, pendant l'élection, en fait, des gens proches de Google, d'une association qui s'appelle First Draft, qui a tiré un peu les leçons de l'élection de Trump, avait monté un projet qui s'appelait Crosscheck. L'idée était de réunir des rédactions françaises autour de la lutte contre les rumeurs, en partant du principe aussi qu'une rumeur qui va être démontée par 20 médias, elle va être encore plus difficile à reprendre que si c'est un seul média. Si c'est un seul média, vous pouvez dire oui, mais vous, je vous aime pas, je vous fais pas confiance. Si c'est tous les médias qui disent la même chose, c'est plus fort. Donc effectivement, durant l'élection, on a travaillé sans être concurrent avec d'autres rédactions autour de ces rumeurs-là, parce qu'on estimait que la rumeur, c'est quelque chose qui n'est de l'intérêt de personne et qu'il n'y a pas de concurrence dans le fait de démentir une rumeur. Que ça ne doit pas être quelque chose où on doit se faire la course entre nous, que l'idée c'est vraiment du service public pour le coup. Donc ça a assez bien marché, puisqu'on a abouti à, je crois que c'est quelque chose comme 40 ou 45 rumeurs démontées, et avec cette force de frappe de dire 30 médias en même temps vous disent c'est faux, quoi. Donc c'était c'est assez inédit effectivement de travailler comme ça. C'était assez informel, on échangeait par messagerie et par choses comme ça, mais ça fonctionnait assez bien. Ouais. O que explica esse surgimento, essa febre do fact-checking atual? Je pense qu'il y a vraiment une demande de réponse par rapport aux politiques et par rapport à la rhétorique politique, et une demande peut-être d'expertise un peu plus forte que ce journalisme un peu de collusion qu'on a souvent dans la politique. Au point d'ailleurs que c'est amusant, parce qu'il y a des articles, notamment aux États-Unis, il y avait eu des articles en disant « mais laissez les politiques mentir, c'est leur travail, c'est normal qu'ils mentent, c'est normal qu'ils enjolivent ». Bon, c'est pas forcément mon avis, mais il y a peut-être ce besoin voilà, d'avoir quelque chose d'un peu vérifié et qu'on arrête de mentir. Je pense que c'est aussi concomitant avec l'émergence du web, parce que finalement aujourd'hui, tout le monde a accès aux outils de vérification beaucoup plus qu'avant. Avant, vérifier, c'était un travail de spécialiste, c'était compliqué. Aujourd'hui, finalement, n'importe qui peut aller chercher une référence, peut aller chercher un texte de loi, peut aller essayer de vérifier des choses. Ce qui a plusieurs effets. Ce qui a un effet très positif, qui est de permettre plus d'informations, mais ce qui a aussi un effet plus négatif, en tout cas dans le domaine de la lutte contre les rumeurs, c'est le fait que du coup des idées qui étaient autrefois totalement minoritaires peuvent devenir majoritaires. L'exemple absurde que tout le monde connaît peut-être, c'est celui des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est stupide, on peut se dire mais enfin c'est complètement débile. Mais pourtant ça prend une ampleur aussi, parce que même nous les médias on ne sait pas comment faire. Il y a aussi un côté dans la rumeur. Si j'en parle, même pour dire que c'est faux, peut-être que des gens vont juste retenir l'idée et vont pas retenir que c'est faux. Ils vont dire « Ah bon, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, c'est intéressant, je vais aller regarder, je vais aller m'enseigner. » Donc c'est vrai qu'Internet a tendance à mettre sur le même plan beaucoup d'idées qui peuvent être plus ou moins extrêmes. On parlait autrefois des journalistes comme des gatekeepers, c'est-à-dire les gens qui sont à la porte du débat public et qui sont ceux qui choisissent les thèmes qui vont dans le débat public. Aujourd'hui, cette fonction de gatekeepers, elle est complètement mise à mal par Internet, parce que vous n'avez plus besoin des médias pour vous informer, vous pouvez le faire vous-même. Et vous avez beaucoup de partis et de politiques qui d'ailleurs font de l'information eux-mêmes sans passer par les médias. Donc on rentre sans doute dans un nouvel âge, et le fact-checking, je pense, correspond aussi à ce nouvel âge-là, à un âge où l'information est à la fois hyper abondante partout, tout le monde peut y avoir accès, il y en a trop finalement,
Et à la fois, cette information est d'une qualité très variable, voire très médiocre. Donc c'est peut-être aussi une réponse à ça, et peut-être aussi une nouvelle fonction des journalistes et des journaux, finalement, dans un monde où on a moins besoin des journaux comme étant les seuls qui peuvent vous informer. On en a peut-être plus besoin pour être ceux qui vous disent ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Você já notou assim nos políticos, nos atores que você vai checar depois, se eles já estão se preparando, sabendo que isso vai ser checado, então eles estão se cuidando mais, eles estão também construindo as próprias barreiras deles? Oui, on pense que ça a une action. Alors c'est très bizarre. Il y en a pour lesquels ça fonctionne. Effectivement, vous voyez qu'il y en a qui vont faire un effort. C'est-à-dire quand vous vérifiez une information que vous dites là, il a eu tort, la personne ne va pas revenir. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy, j'ai grandi journalistiquement avec Nicolas Sarkozy, donc je vais sans doute souvent employer cet exemple. Nicolas Sarkozy était quelqu'un qui était tout à fait capable de, malgré un démenti total, de redire la même chose, de se ficher éperdument de la vérité. C'est exactement comme Trump, c'est-à-dire... Et puis c'est peut-être aussi cette nouveauté-là qu'on voit chez Trump et qu'on voit aussi chez les politiques français. Avant, le mensonge était un mensonge sur un chiffre, sur une exagération, sur quelque chose d'un peu... C'était pas inventer des choses qui n'existent pas. Et là, on rentre dans un monde avec des politiques qui vont inventer des choses qui n'existent pas, qui ne sont jamais produites. Ce qu'on appelle la post-vérité, qui pose encore plus de questions. Et qui pose toujours cette question de comment on fait pour lutter face à ça, quoi. Sur votre autre question qui essaye des limites du fact-checking, ce qui est intéressant pour rester sur les réseaux sociaux, c'est que nous, on nous dit souvent, mais finalement, qui vous croit? Et c'est vrai que c'est toujours la question. Vous avez toujours les gens qui sont convaincus par une rumeur. Vous aurez beau leur montrer toutes les preuves que vous voulez, leur montrer tous les documents, tous les témoignages. Une fois que vous êtes mis une idée dans la tête, pour qu'elle sorte, c'est très très difficile. Donc on sait qu'on ne fait pas ça pour convaincre les 20% archi convaincus par la rumeur, qui de toute façon, en général, nous détestent déjà et détestent les médias, donc ne vont pas vouloir... Et on ne fait pas ça non plus pour les 20% qui savent déjà que cette rumeur est une rumeur. Mais je pense qu'il y a un ventre mou au milieu de 60% de gens et que c'est important que ces gens-là, quand ils ont un vrai doute sincère, qu'ils trouvent une réponse, qu'ils trouvent quelque chose sur Internet qui leur dise « bah non, ça c'est faux » et qu'un endroit de confiance où on puisse leur dire « ça c'est faux ». L'autre chose qu'on essaye d'expérimenter de plus en plus, c'est d'avoir des gens qui nous posent des questions directement et de répondre directement aux questions des gens. En France, depuis cet été, il y a une grande polémique sur les vaccins et sur les dangers des vaccins. Qui existe aussi ailleurs, qui existe notamment aux États-Unis, mais qui a des conséquences pour le coup sanitaires graves. Et ce n'est pas le public qu'on a l'habitude de voir nous, c'est-à-dire que ce ne sont pas les militants politiques, ce ne sont pas des gens très informés, c'est des gens beaucoup plus... c'est des mères de famille, c'est des gens comme ça, c'est des parents qui sont inquiets. Et je pense que leur répondre de manière personnalisée est une manière aussi de quelque part descendre de notre piédestal de médias et de leur dire, voilà, on discute avec vous, on échange avec vous, et on n'est pas en train de vous dire, taisez-vous, les vaccins c'est bien, vaccinez vos enfants c'est comme ça. Voilà, de rentrer dans un dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une conception peut-être plus horizontale des médias, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut souhaiter, plus dans le dialogue et moins dans le j'assène ma vérité depuis mon magistère de médias. Você falou já da escola que foi trabalhar ouvindo Sarkozy, tentando entender onde ele mentiu, onde ele não mentiu. A gente tem uma outra escola que está sendo formada agora já há algum tempo, que é a escola Trump, tentar entender, tentar conviver com ele e tentar aprender. O que você aprendeu, então, de fato, que poderia eventualmente servir, que fosse universal, já que a gente está à beira dessa eleição também, na checagem de gente que notoriamente mente? O que a gente pode já se precaver para estar atento a isso? E o que você aprendeu também que não dá para fazer? Quer dizer, a gente achava que ia por aqui e isso não funciona na checagem. Ce qui est compliqué dans l'époque dans laquelle on vit, et ce qui est compliqué avec des gens comme Trump, c'est que quoi que vous fassiez, quelque part, vous avez tort. C'est-à-dire que si vous n'en parlez pas aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de vous pour exister, ils peuvent exister indépendamment de vous. Si vous en parlez, vous leur donnez de l'importance. Si vous les vérifiez, quelque part, c'est ce que disait Andy Warhol, c'est le quart d'heure de célébrité, c'est-à-dire le contenu n'est pas important, on va vérifier Trump tous les jours, les médias vont s'énerver tous les jours sur Trump, et qu'est-ce qu'on va avoir? Trump, martelé dans la tête des gens pendant des mois. Et finalement, vous allez faire exister comme ça des candidats qui des fois n'existeraient pas. En France, on a eu pendant l'élection un autre personnage qui s'appelle Henri de Lesquen, qui est une espèce de nazi, je ne sais pas comment dire autrement, qui est vraiment, je veux dire, à côté Marine Le Pen, c'est une gauchiste, quoi. C'est un type complètement fou. Et ce type n'aurait jamais dû avoir d'audience. Il en a eu, pourquoi? Parce qu'il est tellement outrancier, qu'il a tellement choqué, qu'il y a tellement eu d'articles pour indigner, que des gens ont commencé à s'en amuser, et notamment des jeunes ont commencé à en faire un personnage, comme un espèce de personnage de BD. C'est un peu comme Trump avec les grenouilles qui ont fait campagne pour lui, le Pepe the Frog, etc. Vous avez ce phénomène aussi où finalement le discours radical devient presque amusant, presque plus rigolo qu'un discours politique sérieux. Finalement, c'est plus marrant, ce type qui dit des horreurs racistes toutes les 5 minutes. Et c'est un vrai problème, et je n'ai pas la réponse à cette solution-là. Je pense que la vérification est nécessaire, mais je pense qu'elle n'est pas, et elle ne sera jamais la solution. La solution, elle passe sans doute par reconstruire aussi une confiance dans les médias. Et ça, c'est quelque chose avec lequel nous, on essaye de lutter tous les jours, qui est difficile, parce que là encore, à l'heure des réseaux sociaux, vous avez
une espèce de course à l'indignation contre vous. Donc, par exemple, si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'éditorial du journal Le Monde, même si c'est pas moi qui l'ai écrit, je vais me faire engueuler quand même. Voire, je vais me faire engueuler parce que sur une autre radio ou sur un autre média, quelqu'un a dit « mais c'est un journaliste comme moi », donc quelque part, tous les journalistes sont coupables. Et je pense que cette confiance, elle est en train de se déliter. Je pense que c'est assez vrai partout et qu'il faut sans doute trouver des manières de rebâtir des ponts. Donc la vérification, c'est une chose. Je pense que de discuter avec les gens, c'est pour ça que moi, j'essaie de discuter avec les gens sur Twitter, même quand j'en prends plein la tête, parce que je pense que c'est important de garder ce contact, de ne pas le perdre. Mais c'est vrai que je n'ai pas la solution de fond sur comment on fait dans une économie de l'attention face à Trump, quoi. Agora, você pode dizer que não tem a solução. Agora, essa solução que é escolhida, inclusive muitos meios de comunicação aqui no Brasil, de silenciar, de não noticiar coisas sobre tal ou tal pessoa, essa solução tampouco funcionou, nem na França e certamente não tem por que funcionar por aqui, né? C'est ça, c'est le problème. Vous en parlez, ça marche pas. Vous en parlez pas, ça marche pas. Et c'est très difficile. En plus, aujourd'hui, vous avez l'argument de « c'est vrai parce que les médias n'en parlent pas ». Ça, c'est terrible aussi. Ou l'argument de gens qui viennent nous dire, ça m'arrive tous les jours presque, hein, de gens qui disent « mais si vous mentez », je leur dis « mais sur quoi on ment ?»« Mais vous mentez parce que vous dites pas tout ». Évidemment, on ne peut pas tout dire, il se passe trop de choses. Mais ce n'est pas du mensonge, c'est des priorités. Je pense qu'après, c'est aussi, plus profondément, c'est vraiment le rôle des médias qui se transforme dans une société hyper informée, où les médias doivent rebâtir cette confiance et peut-être repartir de la base de leur pratique. Qu'est-ce que c'est notre pratique? C'est ramener de l'information là où il n'y en a pas, c'est la vérifier et c'est donner des informations fiables et c'est permettre aux gens de comprendre et d'éclairer les débats. Je pense que c'est vraiment la clé et que peut-être qu'il faudrait aussi sortir de cette économie de l'attention qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est plus facile d'avoir de l'audience en mettant des petits chats, une vidéo jolie de petits chats ou qu'en écrivant un texte un peu sérieux. Et comment aussi arriver à retrouver quelque chose de plus sérieux et à rattirer les gens vers des contenus plus sérieux et plus intéressants. Comment faire comprendre qu'un média n'est pas forcément l'émanation d'un courant, d'une position politique, qu'on n'est pas des militants, qu'on n'est pas en train de mentir au peuple, qu'on n'est pas dans la conspiration. Je pense que ça passe effectivement par rebâtir des ponts, rebâtir une confiance. Mais c'est vrai que c'est une mission ardue et compliquée. Samuel, você mencionou ali uma dúvida sobre se as escolas de jornalismo estão preparadas para, de fato, preparar o jornalista de hoje para as necessidades do nosso mundo contemporâneo. E vocês têm um trabalho também no Decodeur, no Monde, de se aproximar de escolas, de estudantes. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho, qual é a intenção dele e que tipo de atividade vocês fazem com estudantes para, digamos assim, reeducar, ajudar nesse processo de reeducação para o jornalismo necessário hoje, para que o jornalismo continue relevante. Ce qu'on a voulu faire aussi, oui, en sortant le décodex, il y a un volet d'éducation aux médias, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, de fait, vous avez des tas de gens qui ne connaissent pas forcément le paysage médiatique et qui ne savent pas forcément c'est quoi un article journalistique. Finalement, c'est une question très bête pour nous, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Et surtout sur Internet, où vous pouvez avoir un article écrit par des journalistes et un article qui va être écrit par n'importe qui peuvent avoir la même forme. Donc c'est apprendre ces choses-là, apprendre qu'est-ce que c'est qu'une source. Ça, pareil, ça a l'air bête pour des journalistes, mais c'est très, très important. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association et qu'on envoie des journalistes du monde dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour discuter avec les étudiants et pour leur apprendre ce genre de choses. Également pour un peu démystifier les médias, parce que je pense que c'est aussi un des défauts de notre profession. Très longtemps, on a été très peu transparent sur nos pratiques. Et je pense que la transparence, c'est aussi une des clés pour éviter le complotisme et pour éviter tout ce qu'on peut s'imaginer sur le complot des médias, etc. etc. Et quand vous discutez des fois avec des gens, c'est hallucinant les idées reçues qu'ils peuvent avoir sur ah bon, mais vous ne recevez pas des ordres, on ne vous dit pas quoi écrire. Ben non, en fait. Et je pense que c'est vraiment aussi nécessaire. Après, le défaut de ça, je dirais, c'est qu'on a tendance à concentrer ça sur les jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, vous avez aussi énormément de gens, et notamment moi, dans les militants, j'en vois énormément, qui sont des gens qui finalement découvrent les réseaux sociaux sur le tard, qui ont 50, 60 ans, et qui sont tout aussi ignorants de la forme que ça prend et de qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et que ces gens-là aussi auraient peut-être besoin de se reformer à Vocês pensam ces em fazer choses-là. uma iniciativa também para um público que não seja só estudante? Ouais, on essaye de faire, nous on a mis en place des outils et des kits pour aider les gens à comprendre ce que c'est qu'une information, une source, etc. Dont ils peuvent, qui peuvent utiliser des vidéos, des cours de formation. Après c'est toujours pareil, on ne peut pas les obliger à y aller, mais on espère que ça pourra aider. En tout cas c'est une ressource utilisable par ceux qui le souhaiteront, quoi. C'est effectivement quelque chose d'intéressant parce qu'on parle beaucoup des fake news, mais ça pour le coup c'est ce qu'on appelle un fake debate. C'est-à-dire je vais créer un objet qui n'existe pas,
Donc je prends quelque chose qui s'appelle les études de genre, qui sont une branche universitaire américaine qui vise à déconstruire la notion de genre, à la différencier de celle de sexe. Mais ce sont des études, et ce sont des études universitaires très nuancées, avec des rapports très pointus, etc. Et je vais en faire quelque chose qui serait une théorie, comme un dogme politique, comme le marxisme en fait. Comme une espèce de dogme, et je vais dire, il y a ce dogme, il y a des militants de ce dogme qui sont dans les écoles et qui enseignent à nos enfants, on ne sait pas trop quoi, des choses louches. Alors nous, en France, ça a été très loin, parce que ça a été jusqu'à dire on déguise les petits garçons en petites filles, ce qui n'est jamais arrivé. Et donc on va fabriquer ce monstre qui n'existe pas, et ensuite on va le désigner à la vindicte publique, on va dire regardez le monstre, il faut combattre ce monstre, sauf qu'il n'existe pas, donc à partir de là c'est quand même compliqué d'agir. Et ça c'est effectivement nouveau, et vous avez des organisations qui sont spécialisées là-dedans. Quand on a travaillé sur ces questions-là, c'était intéressant parce que vous aviez à la fois des gens qui ont utilisé des techniques venues des États-Unis, c'est-à-dire que les militants anti-théorie du genre en France, ils ont été se renseigner auprès de la National Organization for Marriage aux États-Unis et de ce type de structures, qui ont des méthodes de lobbying et d'action publique beaucoup plus pointues. Donc ils ont été récupérer ces méthodes pour les réutiliser en France. Et ensuite, c'est que ces gens-là ont une absence de scrupules à peu près totale, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des faux sites. Il y a 3 semaines, on est tombé sur un faux site théorie du genre, etc., qui présente des choses en disant regardez ce que l'école apprend à vos enfants, sauf que tout est faux dedans. Et ils vous font un faux site en vous faisant croire que c'est un site de l'éducation nationale. C'est pas du tout un site de l'éducation nationale, c'est un site qu'ils ont fait eux, et tout est faux. Et là encore, on va surfer sur le fait que sur les réseaux sociaux, personne va prendre le temps de vérifier. Les gens vont dire « Ah, c'est scandaleux, je le partage ». Ils vont pas aller regarder si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc ce qu'on apprend de ça, c'est que vous êtes face à des gens qui manipulent aujourd'hui l'information et qui la manipulent. C'est très facile de fabriquer un faux site, c'est très facile de fabriquer un faux site d'information. Et c'est très facile d'utiliser ces techniques-là. Et je pense qu'une des choses, c'est de déconstruire aussi ces méthodes et de déconstruire la manière dont c'est fait. Et de revenir aux faits qui sont... Il n'y a pas de théorie du genre, ça n'existe pas la théorie du genre. Il y a des études de genre, mais il n'y a pas une théorie unique qui postulerait je ne sais quoi. C'est juste ça n'existe pas. Donc arrêtez de dire quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est difficile une fois que vous êtes rentré dans ce débat-là. Ce qui était intéressant aussi sur la théorie du genre en France, c'est qu'ils ont été utilisés des réseaux justement de banlieues et de mères musulmanes. Et là, c'est passé par des réseaux complètement différents de ceux... on est plutôt sur des réseaux catholiques, sur les opposants du mariage. Là, ils ont été chercher des réseaux musulmans pour aller faire croire dans les banlieues qu'on déguisait les enfants en filles, etc. Et donc, il y a eu un mouvement qui s'appelait les journées de retrait de l'école, où des parents retiraient leurs enfants de l'école une journée par semaine. Et ça a atteint une proportion où il y avait plusieurs dizaines de milliers de cas en France, en disant « je veux pas qu'on déguise mon petit garçon en petite fille ». Et c'était des gens qui n'étaient pas très informés, très éduqués, et mais qui s'étaient passés par des rumeurs, par Facebook, par du bouche à oreille, et par des circuits qu'on avait totalement ignorés nous aussi. Donc je pense que c'est l'autre chose, c'est que vraiment aujourd'hui, vous avez des tas d'organisations qui maîtrisent très très bien la communication sur Internet, et sans doute mieux que beaucoup de médias. Et quand on est face à ces gens-là, il faut être conscient de ça, et il faut sans doute être capable de déconstruire ces choses-là aussi, et de raconter ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dessous, et la capacité à fabriquer du faux. Samuel, como os candidatos reagem quando tem, os candidatos políticos em geral, né, reagem quando tem uma informação desmentida por vocês? E, na sequência, eu emendo com a pergunta do Murilo, que gostaria de saber como é que a imprensa deveria reagir quando ela é atacada pelos políticos, como foi o caso nas eleições na França e como será provavelmente o caso nas eleições do Brasil no ano que vem. Alors, comment les politiques réagissent? J'aimerais vous dire qu'ils réagissent bien. Je cherche un souvenir d'un politique qui aurait effectivement fait amende morale. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans de fact-checking. C'est-à-dire qu'au mieux, ils vont de mauvaise grâce reconnaître qu'ils se sont trompés, mais tout en vous disant quand même, ils ont quand même raison, etc. Au pire, ils vont vous ignorer totalement, ce qui est le plus souvent le cas, et des fois continuer à raconter le même mensonge, et ne jamais le démentir. C'est plutôt ça qu'on a. Souvent, ils vont vous attaquer, c'est-à-dire qu'ils vont dire vous avez raison, mais en fait vous avez tort, ils vont créer un truc, ils vont vous embrouiller. Moi, j'ai souvenir de passes d'armes assez homériques avec Ségolène Royal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Ségolène Royal, qui a été candidate à la présidentielle en 2007 face à Sarkozy, et qui était ensuite ministre, qui avait dit, bon, c'est un peu compliqué à tout vous résumer, mais qui avait dit des choses d'absolue mauvaise foi, et qui ensuite avait réagi et m'envoyé fait des communiqués de presse sur nous, etc. Et elle avait tort, hein, c'était totalement factuellement, on était dans le juste, mais elle ne voulait pas lâcher l'affaire, donc on a réécrit un billet pour dire non, elle se trompe, elle a réécrit une réponse, alors on a réécrit un billet, et puis à un moment donné, on a arrêté les frais, parce qu'on n'allait pas continuer à faire du ping-pong pendant 3 semaines. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Après, sur les attaques sur les médias, c'est vrai que c'est aussi compliqué. Je pense que le jeu, c'est... Le journaliste est censé être l'avocat du public face au pouvoir. Il n'est pas censé être l'avocat du pouvoir face au public. Le but du politique, c'est de couper ce lien entre le public et les médias pour ensuite pouvoir parler directement au public sans passer par le filtre des médias. Une fois qu'on a compris ça,
La bonne réaction, il y en a pas. J'ai pas de bonne réaction absolue. Je pense qu'une des bonnes réactions, c'est de continuer à faire son travail et d'essayer de montrer que son travail est important, est intéressant. Et l'autre réaction, c'est peut-être aussi de plus faire appel au public et de dire au public, regardez, ils attaquent les médias et des fois de mauvaise foi et des fois avec de mauvais arguments. Et les médias, c'est important et c'est important que ce lien de confiance subsiste. Je pense qu'encore une fois, tout repose là-dessus. Si on perd cette confiance de nos lecteurs et de notre public, il n'y a plus rien de possible et toutes les manipulations sont possibles. En France, aujourd'hui, vous avez plusieurs formations politiques qui essayent de créer leurs propres médias en disant tous les médias sont corrompus, tous les médias sont contre nous. Mais un signe, par exemple, qui m'a toujours moi frappé, c'est ça m'arrive assez régulièrement de me faire dans la même journée traiter de sale gauchiste par des gens de droite, de sale libéral par des gens de gauche, de pro-islam par des gens d'extrême droite, de anti-islam par des musulmans. Et en fait, les gens ont toujours la vision du biais qu'ont les journalistes, jamais la vision du biais qu'ils ont eux. Et d'arriver à relativiser ça, et arriver à dire on fait notre travail du mieux qu'on peut et comme on peut, et on le fait pour vous surtout. Et c'est toujours cette confiance, je pense, qui est vraiment la clé qui peut permettre de résister à ces attaques, même si c'est évident que c'est un peu la même rhétorique partout, de Trump à Poutine, à Le Pen, à Mélenchon, à Macron. Il y a deux en gros médias qui font du fact-checking en France, il y a Libération et nous. On est les seuls à pouvoir mettre autant de force dedans, effectivement, à pouvoir mettre des équipes complètes à le faire. Les plus petits médias ont moins de moyens pour le faire. Souvent, les plus petits médias font plus de l'opinion que de l'information. C'est aussi peut-être le reproche. Ça coûte cher de faire de l'information, d'avoir des envoyés spéciaux, des correspondants, d'avoir des tas de journalistes. Donc c'est difficile des fois, c'est plus facile des fois d'avoir que des éditorialistes finalement et de ne faire que donner son avis. Et après, je ne veux pas généraliser, ces petits médias sont très différents. Il y a un petit média en France, entre guillemets, qui s'appelle Mediapart, qui a fait énormément d'investigations et qui a révélé pas mal de choses qui ont abouti à des procès contre plusieurs hommes politiques. Donc ça, c'est des médias qui arrivent à renouveler un peu la pratique et à faire un travail journalistique. Mais vous avez, pour un média comme ça, 10 médias qui vont plus être des médias d'opinion, ce qui est très bien, hein, j'ai rien contre, mais qui du coup font beaucoup donner leur avis, quoi. Et ça, voilà, c'est peut-être moins un renouvellement du journalisme. Après, est-ce que nous, on est affaiblis ou est-ce qu'on est renforcé? C'est difficile à dire. On voit aux États-Unis que Trump renforce la presse et renforce la position de groupes de presse parce que le New York Times ou le Washington Post voient leurs abonnements augmenter, la consommation de ce type de presse augmente. Donc peut-être que face à ça, les médias regagnent de la force. Et nous, on espère en tout cas qu'à un moment donné, ça va jouer et que notre journalisme de qualité, il continuera à plaire et il plaira de plus en plus. De fait, la diffusion là, du Monde augmente. Depuis 2 ans, on est un des rares journaux en France qui vend de mieux en mieux. Donc sans doute que c'est